Christophe Savard-Montra sur cette émission Débat ouvert qui a l'opportunité de recevoir sur son plateau le président interfédéral de l'UNAFEC, Godefroid Mamba. Il est également président de la fraternité Banamo Wamba, qui est une ONG qui milite pour le bien-être de la population et beaucoup plus met l'accent sur l'environnement et le social du Congolais. C'est dans ces cadres pour essayer un peu de parler sur l'état de lieu aujourd'hui, après la mort, le décès de Baba Kyungwaku Mwanza il y a peu. Quel est aujourd'hui l'UNAFEC? Comment est-ce qu'elle compte se diriger après la disparition de ces grands hommes? C'est dans ces cadres que nous sommes venus ici auprès du président de l'interfédéral, Godefroid Mamba, pour en savoir un peu plus. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, merci. Et comment se porte aujourd'hui l'UNAFEC? Donc vous êtes le président interfédéral. L'UNAFEC se porte très bien, très bien. Il n'y a pas de problème. Et après la disparition de ces grands hommes, Baba Kyungu, appelé affectueusement les fils du Katanga. Oui, le père est parti, mais les enfants sont là. Et ils se sont organisés, ils sont en train de s'organiser. Parmi les enfants, il y a un aîné, c'est le premier vice-président, M. Oumbalo Ngangue, qui assume l'intérim jusqu'à la convocation de la convention. Et c'est la convention qui nous permettra d'élire le président, qui sera le président définitif, parce que c'est celui-là qui va gérer selon le mandat qui lui sera confié et le temps qui lui sera confié. Et les congrès en question, vous comptez l'organiser? D'abord, il faut rappeler, parce que beaucoup de gens font un peu de confusion. L'UNAFEC, dans notre pays, c'est l'unique parti où il y a déjà eu alternance, et une alternance réussie. D'abord, nous avions le tout premier président, il s'appelait Honorius Kisimbangoy, que beaucoup de gens connaissent ici. Il est mort il y a longtemps. Et que dès qu'il était mort, les statuts du parti ont parlé. Le premier vice-président, c'était le président Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza, Baba, qui vient de nous quitter. Il a bénéficié en tant que premier vice-président de l'intérim. Il a assumé l'intérim, il a organisé la convention, il s'est fait élire plusieurs fois, et jusqu'à ce que lui aussi vienne de nous quitter. En nous quittant, il ne nous a pas laissé seul. Il nous a laissé le premier vice-président, qui est Oumbalo Ngangue, qui automatiquement a été responsabilisé, après constat de la mort du président, a été responsabilisé pour pouvoir conduire le parti jusqu'à la réalisation de la convention. Et c'est à la réalisation de la convention, c'est pendant la convention que les ambitions vont s'exprimer. Même moi, même quelqu'un d'autre, d'autres membres du parti, et qui est en règle avec les cotisations, qui a sa carte de membre, s'il veut être président du parti, il viendra avec ses ambitions, il les présentera, il y aura élection, et après élection, il sera couronné et il va nous diriger le temps qu'il faudra jusqu'à ce que nous arrivions à une autre convention. Donc à l'UNAFEC, il n'y a pas de problème. Et Oumbalo Ngangue, il est qui par rapport à la famille? Est-ce qu'il a des liens familiales avec Baba Katanga ou bien avec la famille de l'illustre disparu? Non. Comme il en était pour le président Kisimba qui est mort, le président Kyungu l'a succédé, il n'était pas de sa famille. Oui, sa famille, oui, parce que nous sommes déjà très habitués, nous l'appelons Baba, nous faisons partie de sa famille politique. Mais sa famille biologique, M. Oumbalo Ngangue, n'est pas de sa famille biologique. Parce qu'on a vécu dans pas mal de partis ici en RDC. On voit un parti qui va du père au fils. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec l'UNAFEC? Bon, si démocratiquement le fils s'est fait élire, pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas empêcher. Si nous sommes pour la démocratie. L'UNAFEC est un parti démocratique. Si aujourd'hui un des fils Kyungu, qui peut-être se sent l'occasion de continuer le rôle que son père avait joué, et il vient avec sa candidature au niveau du Congrès, et il convainc l'ensemble des participants à la convention, mais oui, pourquoi pas, il sera président. Mais si moi, par exemple, j'ai des ambitions, mais j'irai au Congrès comme lui ou comme tout autre membre du parti, et je présenterai mes ambitions, je donnerai ma vision, et j'expliquerai aux gens ma capacité, je démontrerai. Mais si la convention m'offre l'occasion de diriger le parti, je dirigerai le parti. Cela est vrai pour tout membre de l'UNAFEC parce que nous sommes un parti démocratique. Et
Est-ce qu'il ne se posera pas cette question de les Katanga au Katangé, l'UNAFEC que au Katangé? Est-ce que cette histoire de tribalisme ne va pas jouer? Il n'y a jamais eu de tribalisme à l'UNAFEC. Jamais. Il est vrai que nous sommes fédéralistes, mais nous ne sommes pas tribalistes. Peut-être que je peux vous surprendre. Nous avions dans la législature passée des ministres au Bas-Congo. Monsieur Anselme Mbakou du Bas-Congo, c'était notre ministre des Mines. Il était ministre de l'UNAFEC, mais il était au Bas-Congo. Je peux vous rappeler que l'UNAFEC, dans son histoire, a eu des ministres des Affaires foncières. Nous avons eu Kapo Kabwa, qui est du Kasaï occidental, qui était ministre au nom de l'UNAFEC. Donc, je ne pense pas que cette question de tribalisme ne se pose pas chez nous. Mais sauf que nous sommes des fédéralistes, nous pensons que chaque province produit, et là où c'est produit, la grosse part de la production doit rester en province, au lieu de venir ici embellir la capitale pendant que l'arrière-pays est en train de se vider de sa population. Et aujourd'hui, parmi le dirigeant, parmi les candidats déjà qui vont déjà se présenter dans le prochain congrès, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des gens qui sont en mesure d'incarner le président Kyungu Wakumanza? Avant même que je ne réponde à cette question, je vais rentrer sur cette question des provinces et du Katanga par rapport à l'UNAFEC. Moi, je suis à Kinshasa. Je suis président interfédéral de la ville de Kinshasa. Je ne suis pas au Katanga. Je suis à Kinshasa. À Kinshasa, nous comptons plusieurs membres. J'ai mon premier vice-président qui est Mampasi, Pasi Kunku. Il est du Bas-Congo. J'ai mon deuxième vice-président, c'est une dame, Botomito. Elle est de la province orientale. Pour encore aller plus loin, démontrer que l'UNAFEC n'a jamais été un parti des Katangais, aujourd'hui par exemple, si le premier vice-président s'appelle M. Lungange, mais nous avons une dame qui est vice-présidente, qui est Sakina Ngongo. Sakina, Maman Sakina, vous l'avez connue, elle était vice-ministre de la Justice ici, à Kinshasa, et au nom de l'UNAFEC. Nous avons M. Matembera, qui est du Sud Kivu, qui est dans le directoire, qui est vice-président. Donc, d'où vient cette coloration de dire que l'UNAFEC est Katangais? L'UNAFEC n'a jamais été Katangais, l'UNAFEC est national. Et je reviens encore par rapport à ma préoccupation qui aujourd'hui est appelée à succéder Kyungu Wakumanza et incarner son aura. Juridiquement, aujourd'hui, c'est lui qui dirige le parti, c'est le président Lungange. Mais qui va incarner sa vision? Tous nous incarnons sa vision. Maintenant, qui va avoir le leadership? Là, c'est le travail de chacun de nous. Le président Kyungu a commencé la politique, il était très jeune, à 25 ans. Il est mort après ses 80 ans. Il a eu le temps de forger sa personnalité et son leadership. De la même manière que nous tous, nous sommes nés un certain jour et nous avons évolué. Aujourd'hui, vous venez m'interviewer. J'ai commencé dans le parti le plus bas possible. Aujourd'hui, je suis président interfédéral. Je suis membre du directoire national. Demain, je peux incarner la vision du président. Pourquoi pas? Mais je ne l'incarne pas par rapport au Katanga parce qu'il faut faire très attention. C'est là où tout le monde veut nous ramener pour dire que le dirigeant de l'UNAFEC doit être celui qui incarne le Katanga. Non, c'est celui qui incarne la place où il habite. C'est pourquoi chaque fois quand vous me posez des questions, moi de Kinshasa, j'ai des choses à reprocher à la gestion de Kinshasa parce que la manière dont on gère Kinshasa, ce n'est pas du fédéralisme et ce n'est même pas la décentralisation. Parce que tout est concentré au niveau de l'hôtel de ville. La vision que nous avons de la gestion du pays, nous de l'UNAFEC, nous pensons que tout ne se gérera pas à partir de Kinshasa. Il faudrait par exemple une province qui produit comme celle du Bas-Congo par exemple, à Moanda par exemple, en tant que fédéraliste. Nous allons arriver sur ce point-là. Mais parlons un peu parlons d'abord de l'UNAFEC. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les testaments laissés par Kyungu Wakumanza est respecté comme il se doit? Et s'il y a le testament, pouvez-nous quand même les dévoiler au niveau de... Chez nous, on dit que c'est lui qui parle, promet. C'est ça le testament. Le président Kyungu a fait plusieurs meetings et il nous a tracé une ligne de conduite. La ligne de conduite que le président Kyungu nous a tracée aujourd'hui, c'est celle de soutenir Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République. C'est d'appartenir à l'union sacrée. Et ça, nous tous, nous le suivons. Nous sommes tous derrière le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, qui en fait est la prolongation
du combat politique du président Kyungu, parce que vous connaissez bien qu'il a été le collègue du président Tshisekedi, qui est déjà mort, donc de Papa Tshisekedi, comme fondateur de l'UDPS. Et quand vous voyez l'UNAFEC, les options fondamentales de l'UNAFEC, qui est comme le fédéralisme par exemple, la démocratie, tout ça est venu aussi de l'UDPS. Donc aujourd'hui, le président Gabriel Kyungu est décédé, mais nous allons poursuivre sa lutte dans la ligne qu'il nous a tracée, celle de soutenir le président Tshisekedi jusqu'à ce qu'il finira ses 2 mandats, et cela va nous permettre peut-être en ce moment-là d'envisager en tant que... Mais pourquoi pas, parce que... Sans pourtant qu'on y aille déjà aux élections. Mais pourquoi pas, parce que nous sommes convaincus qu'il va être élu. Nous sommes convaincus que c'est un leader qui fait son travail et que la population congolaise n'est pas ingrate. Et aujourd'hui, avec dans l'UNAFEC continuera à soutenir le chef de l'État, quand bien même les choses ne marchent pas, quand bien même la situation sociale de la population n'est pas réalisée, quand bien même toutes ces promesses qu'il est en train de promettre ça et là ne marchent pas. Il faut dire que le mandat du président Tshisekedi est un mandat qui vient après combien d'années de destruction? La colonisation, ça a été une destruction. La dictature de Mobutu, 32 ans, c'était une destruction. La gestion des Kabila, elle était calamiteuse. Et Tshisekedi hérite d'une situation dangereuse. Non, il hérite d'une situation dangereuse et il essaye de faire un effort. L'apport de l'Union sacrée, aujourd'hui l'apport du chef de l'État étant que leader de ces pays, quel est aujourd'hui l'apport sur le plan social? Parce que vous, de l'UNAFEC, vous militez également pour l'amélioration de la situation sociale. Et aujourd'hui, avec votre ONG, la Fraternité, vous l'associez. Donc, vous êtes en train de promouvoir le bien-être des Congolais. Et aujourd'hui, si nous regardons, nous faisons un peu un état des lieux, quel est aujourd'hui l'apport que l'Union sacrée et avec son chef de l'État nous ont amené dans ces pays? D'abord, la première chose, il faut dire que dans ce pays, il y a eu l'impunité. L'impunité était criante. Depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, le président Antoine Félix Tshisekedi amène la justice. Parce que c'est la justice qui élève la nation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les effets sociaux ne sont pas encore perceptibles, mais il n'y a personne qui peut défier les lois de la nature. Madame, si vous plantez aujourd'hui, est-ce que vous allez sarcler aujourd'hui? Est-ce que vous allez récolter aujourd'hui? Est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Non. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Vous le sécherez après-demain. Vous le mangerez après 3 jours. Ça, ce sont les lois de la nature. Le président Tshisekedi n'est pas un dieu pour bouleverser toutes les lois de la nature. Il travaille avec son temps pour demain. La justice est un élément très important sur lequel va s'asseoir la refondation de la République démocratique du Congo. Et n'oubliez pas que la mentalité que nous avons gobée depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui est de regarder le chef de l'État faire. Et ça, le chef de l'État n'est pas un magicien pour avoir une baguette magique, afin de taper sur tous les gouverneurs, afin de taper sur tout le monde pour dire aujourd'hui changez, devenez comme ceci, comme cela. Non, il travaille en conscientisant. Lui-même est un exemple de conscience. Et je pense que de ce côté-là, nous qui l'accompagnons dans ce travail-là, nous faisons aussi un effort pour pouvoir parler, diriger, conseiller, pour que le social de la population puisse se réaliser. Et le social de la population, comme vous le dites, est notre cheval de bataille. Il faut dire que dans le combat que nous avons mené, depuis toujours, qu'il s'agisse de l'UDPS, qu'il s'agisse de l'UNAFEC, il y a 2 étapes. La première étape, c'est un combat politique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mené, nous avons eu la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie est encore balbutiante, mais nous allons faire un effort pour que cette démocratie devienne une réalité. Au bout de la démocratie, nous allons maintenant travailler pour le social. Mais avant d'atteindre le social, nous travaillons pour l'économie. On ne peut pas sauter sans avoir réalisé l'économie. Nous sautons au social. Oui, c'est vrai. Nous pouvons donner des bonbons comme aux enfants. Mais quand nous sommes des adultes, nous ne pouvons pas nous comporter en ne considérant pas que le travail qui est fait aujourd'hui, on produira demain. Donc, je vous promets que le travail que le chef de l'État fait aujourd'hui va donner les fruits demain pour cette population, parce que c'est un travail qui va donner le social à notre population à partir du redressement économique.
Aujourd'hui, tout ce qu'on pouvait sortir dans le pays sans savoir ni les quantités ni les teneurs ont été aujourd'hui réduits à ce que nous pouvons contrôler dans le pays. L'argent qui fuyait par tous les coins, on dirait un panier d'eau troué, aujourd'hui on est en train de colmater les brèches pour que cet argent serve au social. Et ça, c'est un travail du social. Je reviens encore à vos mots. Quand le chef de l'État, vous avez dit que le chef de l'État n'est pas un homme à tout faire. Mais en ce que je sache, le chef de l'État est là pour donner sa vision et mettre de garde-fous pour la faire respecter. Quelle est aujourd'hui la vision que le chef de l'État donne à cette population? Parce qu'on a vu avant qu'il ne soit chef de l'État, il a promis à ce que quand il sera au pouvoir, il y aura le militaire qui vont rouler carrosse, qui vont acheter des maisons. Mais aujourd'hui, on le voit au pouvoir, 2 ans déjà, depuis 2019 qu'il est là, aujourd'hui 2021, on ne voit rien sur l'amélioration des conditions sociales de ces hommes en uniforme. Est-ce qu'aujourd'hui, un militaire peut s'acheter une voiture? Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires sont en mesure d'inscrire les enfants dans de bonnes écoles? À vous la réponse. D'abord, il faut dire que le chef de l'État n'a jamais dit que dans 2 ans, le militaire va acheter une voiture. Mais à quand alors? Pas dans 2 ans. Mais néanmoins, quand le chef de l'État... que la Constitution prévoit Madame, un mandat au chef de l'État une fois renouvelable. Oui, et dans combien mais je vous dis d'abord, quand le chef de l'État est arrivé, il est resté dans un camp militaire et vous l'avez vu visiter la structure des militaires. Vous l'avez vu visiter. Il y a eu des augmentations salariales au niveau des militaires et au niveau des policiers et au niveau des enseignants. Mais nous y allons pas en détruisant le cadre macroéconomique. Non, nous y allons en conservant les fondamentaux de l'économie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Aujourd'hui, par exemple, le domaine pilote de Kanyama KCC, qui a été totalement abandonné, est en train de nourrir les policiers et les militaires. Et même certaines villes. La ville d'Mboujimaï, par exemple, elle est alimentée par le maïs qui vient du domaine pilote de Kanyama KCC. Ce maïs a été cultivé par les Koulouna. C'est un miracle qu'un enfant qui pouvait vous arracher vos boucles d'oreilles aujourd'hui soit capable de vous nourrir. Après même pas une année. Donc je pense que c'est un travail qui est en train d'être fait, mais c'est un travail qui devra être systématisé. Mais avant qu'on arrive à la systématisation, il faut d'abord qu'il y ait un début. Et nous sommes là au niveau du début. Le maïs qui quitte Kanyama est dans le marché de Kinshasa et nourrit Kinshasa. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est en train de faire, d'abattre son travail. Mais c'est à nous de l'accompagner. Ce n'est pas à nous d'être spectateurs. Nous attendons, le chef de l'État avait promis une voiture aux policiers et aux militaires. Bon, croisons les bras, la voiture viendra comme une pluie, je ne sais pas de quelle génération. Non, nous devons travailler. Parce que même celui qui a la voiture doit la mériter. Même le policier qui a la voiture doit la mériter. Mais pour qu'il la mérite, lui-même le policier, il est en amont de son paiement. Je vous donne le cas tout à fait simple. Dans nos sous-siates, qui récoltent l'argent des sous-siates, parce que déjà une sous-siate peut payer mieux les policiers qui sont dans cette sous-siate-là. Vous savez très bien que quand on arrête les gens dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos sous-siates, il y a des paiements qui se font. Mais ces paiements-là pouvaient déjà prendre en charge cette population. De deux, lisez la Constitution, l'article 174. Elle vous dit que tout habitant du Congo est appelé à participer aux charges publiques. Madame, tel que vous êtes, je ne sais pas si vous avez déjà payé un impôt. Mais nous retrouvons à Kinshasa des gens qui ont 60 ans, qui n'ont jamais payé un seul impôt. Mais ils participent aux charges publiques comment? Mais quand il marche dans la rue et qu'il est sécurisé par le policier, mais c'est à lui de payer parce que c'est une charge publique. Et lui, en réponse, il gagne combien? Si on peut boucler déjà, on peut boucler ces chapitres-là de l'UNAFEC. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux-là qui pensent qu'après Baba Kyungwa Kumanza, c'est la division, est-ce qu'ils peuvent déchanter? Non, ils ont déjà déchanté. Ils ont déchanté. Aujourd'hui, l'UNAFEC est là. L'UNAFEC est dirigée par le président Lobdangé. Et nous tous, membres du directoire ou membres du parti, à quelque niveau que nous sommes, nous le soutenons jusqu'à ce que la convention puisse élire
les dirigeants qui dirigeront le parti pour un mandat bien déterminé. Ils peuvent déjà déchanter. J'en profite pour inviter tous les Congolais qu'ils viennent à l'UNAFEC, parce que l'UNAFEC prouve que c'est un parti démocratique. Ce n'est pas un parti de succession parentale. C'est ainsi que je demande à ce que c'est l'unique parti jusqu'aujourd'hui où la succession s'est bien faite 2 fois déjà, sans qu'il y ait soubresaut. Et donc j'invite tous les Congolais à venir, tous les Congolais démocratiques, à venir pouvoir s'inscrire dans les rangs de l'UNAFEC pour pouvoir continuer le combat que le président Antoine Gabriel Kungok-Mwanza nous a laissé en soutenant le chef de l'État, évidemment. Mais à quand le congrès? Le congrès sera convoqué au moment utile. Vous savez, nous sommes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et la superficie de la République démocratique du Congo et le manque de route fait qu'on ne peut pas faire la convention aujourd'hui. On fera la convention quand les membres pourront se cotiser, et de ces cotisations-là, nous serons capables de pouvoir prendre en charge les populations qui viendront de tous les coins de la République pour participer à la convention. Parlons à présent de la situation de la ville province de Kinshasa. Donc, vous voulez qu'on puisse aborder les sujets. Est-ce que, comment d'abord, vous, en tant que politique et puis acteur social, comment est-ce que vous trouvez la gestion de la ville depuis l'avènement de Jean-Tini Ngoni-Mbaka comme gouverneur de la ville? Je pense que ce qui est fait, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est fait n'est pas suffisant. D'abord, la première chose, parce que le chef de l'État en fait, vient de l'UDPS, qui est un parti fédéral, comme l'UNAFEC, un parti fédéral, la manière dont Kinshasa se gère ne montre pas la vision du chef de l'État, qui est une vision fédérale. Donc, c'est comme si la ville de Kinshasa n'est gouvernée qu'à partir du gouvernorat, ce qui n'est pas normal. La ville de Kinshasa, comme toute autre ville, doit être gérée par les structures de base. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut poser la question à un Congolais, il habite dans quel quartier, il ne connaît même pas comment s'appelle son quartier. Il ne connaît même pas où est le bureau de son quartier. Il ne connaît même pas quelle est la localité dans laquelle il habite. Mais ce n'est pas normal ça, dans un pays. Tout doit être fait à partir de sa rue. Déjà, vous devez connaître le chef des rues. Mais regardez nos quartiers tels qu'ils sont. Ceux qui dirigent nos quartiers, c'est généralement des vieillards. Des gens qui sont déjà au 3e âge. Et avec aucune infrastructure. Vous pouvez penser que le chef de quartier, qui est le représentant du chef de l'État dans son quartier, manque un bureau. Il y a des bureaux à Kinshasa où il y a quoi? Il n'y a qu'un arbre. En dessous d'un arbre, on a mis un petit panneau pour dire quartier, par exemple, agricole Mombele. Mais vous n'avez même pas de maison. C'est juste en dessous d'un arbre. Mais ça, ce n'est pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que Kin Bopeto a échoué? Mais parce qu'on veut collecter. Vous avez par exemple la production de 10 000 tonnes par jour, mais vous n'avez même pas 50 véhicules pour transporter ces 10 000 tonnes. Par exemple, vous allez faire une décharge publique du côté d'Ensélé, et une seule décharge publique pour toute la ville de Kinshasa. Et pourtant, vous avez des immondices qui sont produites, par exemple, à Pompage. Imaginez-vous que quelqu'un qui est à Pompage avec ses immondices doit traverser toute la ville jusqu'à l'autre côté à Kinkole pour aller déverser dans la décharge publique. C'est quoi? C'est un manque de planification. Je voudrais seulement ici en appeler au gouverneur qu'il ne faudrait pas qu'à cause de son échec, le chef de l'État paraisse comme celui qui a échoué dans la ville de Kinshasa. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour nous et pour notre propre camp politique. C'est ainsi que j'invite le gouverneur de la ville de Kinshasa à pouvoir gérer la ville à partir de la base. Aujourd'hui, quand vous allez, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas la réorganisation de la ville de Kinshasa. Je vous donne le cas de Kimbantseke. 1 200 000 personnes. C'est le Gabon entier. Mais regardez les infrastructures et les structures, et même les dirigeants de Kimbantseke par rapport aux dirigeants du Gabon. Comment voulez-vous que Kimbantseke puisse être développé? Je ne prends que ça comme exemple. 1 200 000 habitants. Avec au-delà de 47 ou 48 quartiers. Mais pourquoi ça ne peut pas être subdivisé? Pourquoi la ville de Kinshasa doit garder 24 communes? Vous allez trouver la commune délimitée 800 000 personnes. Ça existe où une commune? Et pourtant, dans nos textes, il est dit qu'une commune doit commencer de 10 000 habitants. C'est vrai qu'on n'a pas mis la limite, mais on ne peut pas aller au-delà de 100 000 habitants pour une commune. On est à 800 000 habitants pour une commune. Vous proposez
Moi, je propose la réorganisation structurelle de la ville de Kinshasa, la réorganisation administrative de la ville de Kinshasa. Quand le chef de l'État Mobutu avait découpé Kinshasa en 24 communes, mais imaginez-vous, ces communes-là avaient combien d'habitants? Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Pourquoi ça doit continuer à être 24? Pourquoi on n'arriverait pas à 50? Pourquoi on ne verrait pas à 60? Ça serait pas trop. Ça veut dire quoi trop? Vous pensez qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que la population de Kinshasa est presque abandonnée à elle-même? Il y a des coins de Kinshasa où on ne voit pas un policier, où il n'y a personne pour mettre de l'ordre. Je reviens encore par rapport à ce que vous venez de dire sur la non-réalisation du gouvernement en place. Est-ce que si je me rabatte au dernier meeting qu'a tenu le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a parlé de ces réalisations en les citant nommément, en disant qu'il a fait des actions sur terrain, des actions palpables qu'aucun gouverneur, depuis que la ville de Kinshasa est la ville, personne n'a fait, en citant déjà la réalisation vers Makala, la réhabilitation de certaines routes, la construction même de la route vers Makala, ainsi que partout ailleurs. Est-ce que il ne serait pas souhaitable que vous puissiez quand même saluer ces efforts-là fournis par le numéro 1 de la ville, parce qu'il a toujours cette intention de poursuivre à pouvoir donner aux Congolais de choses meilleures? Madame, quand vous obtenez par exemple 10% cette année et que l'année prochaine vous avez 11%, mais vous dites que vous avez bien travaillé. Mais est-ce que vous avez atteint même 50%? Non. Parce que quand vous parlez de réalisation, prenons-les. La route Elenguessa, vous avez roulé cette route de bout en bout, sur cette route de bout en bout? Non. Elle est inachevée. Prenez l'avenue de la Paix, chez nous à Moamba, qui entre à Kisenso. Allez-y aujourd'hui, madame. Quand même, la route non, s'il vous plaît. A été inexistante. Oui, même si elle a été inexistante, quand on dirige un pays, quand on dirige une contrée, quand on dirige une organisation administrative, quand on a un projet, on va avec le projet jusqu'au bout. Je vais vous citer tous les projets dont il a parlé sont des projets qui ne sont même pas encore arrivés à 50% de leur réalisation. Je prends à Kisenso, l'avenue de la Paix. Est-ce que vous pouvez rouler sur 1 km sur cette avenue-là? Et pourtant, l'avenue compte plus de 8 km. Mais il compte comme une réalisation. Venez à Kikwit, par exemple, à Limité. Non, mais on va aller mollo en ouvrant les chantiers sans pouvoir les terminer. Mais le marché central. Aujourd'hui, il parle même de faire un stade à Sainte-Thérèse. Mais le marché central, qu'il le termine d'abord, non? Qu'il termine d'abord le marché central. Mais voilà des actions qui sont contre. Le souci, c'est de pouvoir faire mieux pour sa ville, et peut-être ce sont les moyens qui manquent. Mais on ne le fait pas en désordre. Quand vous n'avez pas de moyens, vous avez un budget, là vous savez que tel argent est fait comme ça, je vais le placer. Madame, moi, dès qu'il est arrivé, M. Ngobila, je lui ai envoyé une note pour lui demander de gérer autrement la ville de Kinshasa. Je vous donne le cas, les textes sont là. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas notre constitution? Notre constitution dit que les habitants du Congo doivent participer aux charges publiques. Je vous donne un exemple. Je suis un chrétien catholique. Je vais à l'église chaque dimanche. J'ai 6 enfants. Et ma femme et moi-même, si nous mettons seulement $2 dans notre église, non, 2000 francs dans notre église par personne, nous avons 12 000 francs. Avec 6 enfants et moi-même, nous avons 16 000 francs. 16 000 francs, ça fait $8. Et si je prends les $8 pour ma famille, je les multiplie sur 52 semaines, nous sommes autour de combien? Nous sommes autour de 400. En ce moment-là, sur une année, si on me demande pour l'État congolais que je puisse donner $10 comme impôt minimum personnel, je donne $10. Je vous donne le cas le plus simple. Limité, 800 000 habitants. Si nous disons 500 000 sont contribuables et que chacun donne $2 par mois, en fait par semaine, ça va te donner combien? $8, presque $10. Multipliez les $10 fois 500, vous êtes déjà au-delà d'1 million de dollars pour limiter. Mais qu'est-ce que lui aujourd'hui, dans le système qu'il dirige, lui, Ngobila, qu'est-ce qu'il a réalisé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a donné comme rétrocession à la commune délimitée? Presque rien, si ce n'est que ce véhicule qu'il a donné. Toutes les décisions qu'il a prises dans cette ville, il n'y a aucune décision qui est d'application. La sonorisation, vous voyez comment la ville est devenue un gros bar.
Un bar en toutes les directions, ce sont des bars et des cacophonies de bruit, parce que seulement on n'a pas respecté ce qu'il a. Mais on ne peut même pas respecter parce qu'il faudrait que dans chaque rue, il y ait un chef de rue. Il faudrait que dans chaque localité, il y ait un chef de localité. Il faudrait que dans chaque quartier, il y ait un chef de quartier qui est responsabilisé et qui commence d'abord par percevoir les moyens pour sa localité, pour sa rue, pour son avenue, et cet argent-là doit rester dans la rue et dans l'avenue. Parce qu'aujourd'hui, quand vous placez seulement un petit poste de police dans une rue, ce poste de police peut être un point de perception. Parce que vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, mais 35% du budget de l'Afrique du Sud vient de la police. Notre police peut produire d'abord pour elle-même, et elle peut produire pour le reste de la population. Je vous donne le cas des immondices. Parce qu'il a parlé de Kinbopeto. Mais quand vous avez une avenue, je prends une de mes avenues à Fayala, à Limité, à Montbélé. Bon, Fayala, imaginez-vous que moi, si je suis bailleur sur Fayala, c'est autour de 300 $ une maison, une parcelle. 300-400 $ si c'est une parcelle entière. Mais prenons seulement 300. Mais quand vous avez un impôt sur le revenu locatif, avec un locataire qui vous paye 300, vous avez combien? Vous avez 60 $. Avec les 60 $, si vous avez sur une même avenue, disons 100 maisons, 60 $, ça vous fait combien? Multiplié par 100, c'est 6 000. Avec les 6 000 $, avec les 6 000 $ de l'avenue, je peux payer les policiers de l'avenue. Je peux engager 10 policiers, je les paye. Même avec 100 $, 10 policiers, il me restera encore 5 000 $. J'engage 10 cantonniers. 100 $, par cantonnier. En ce moment-là, ça me restera 4 000 $. Dans les 4 000 $, je peux prendre 2 000 $, j'envoie à la commune et je reste avec 2 000 $ pour fonctionner. Mais pourquoi Ngobila ne veut pas ce que moi je lui ai proposé là, qui est pratique, qui est même constitutionnel, qui est légal? Ce qu'ils sont en train de faire n'est pas légal. Parce qu'aujourd'hui, madame, prenez toutes les communes telles qu'elles sont. Depuis des lustres, une commune n'a jamais eu de budget. Vous, madame, vous, si vous avez une famille, vous avez un budget. Mais comment une commune n'a pas de budget ici chez nous? Prenez le budget de la ville de Kinshasa, il n'y a pas de budget de commune. Comment ça? Et pourtant, la loi exige à ce que la commune intègre son budget dans le budget de la province. Aujourd'hui, j'avais écrit en fait, au président Godin Poy, qui est un économiste, qui connaît mieux ces choses que moi. Je lui ai écrit pour dire, j'avais demandé à M. Ngobila, le gouverneur, de faire en sorte d'intégrer les budgets des communes sur des taxes qui sont connues pour la commune. Il y a les taxes territoriales. Quand vous lisez l'arrêté sur les principes fondamentaux de gestion de l'administration du territoire, nous en avons 4 taxes. Nous avons l'impôt personnel minimum. Comme vous êtes là, vous devez payer l'impôt déjà à 18 ans. Nous avons l'impôt sur les revenus locatifs. Nous avons l'impôt sur la superficie bâtie. Nous avons l'impôt sur la superficie non bâtie. 4 taxes qui peuvent être récoltées par la commune. J'ai demandé à ce qu'on permette à ces communes-là de viabiliser leurs communes à partir de ces taxes là-bas. J'ai écrit à Ngobila, il ne m'a même pas répondu. J'ai écrit à Godin Poy, il a été poli, il m'a répondu en me remerciant d'avoir contribué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos communes ont-elles des budgets qui sont intégrés dans le budget national? Parce que ça doit être intégré dans le budget provincial, et le budget provincial doit être intégré dans le budget national. Même le budget national lui-même ne comprend pas les budgets des provinces. Donc de ce côté-là, je reviens pour dire que pour aider le chef de l'État, parce que le chef de l'État parlait de la refondation de la République ne commence pas par la commune, ne commence pas par l'hôtel de ville. La refondation de la République commence par la rue, l'avenue, la localité. Et si nous ne revenons pas à cette gestion de la rue, de la localité, la population est abandonnée à elle-même. C'est le social dont tu parles. Avec cette vision des choses, je suis capable d'engager 3 millions de populations congolaises. Les engager, leur donner de l'emploi. Et si je dis que chaque 3 millions peuvent être engagés, ça veut dire que derrière chaque Congolais, il y a au moins 8 Congolais. Derrière un travailleur, il y a au moins 8 Congolais. Donc à Kinshasa, ici, nous pouvons transformer radicalement la ville de Kinshasa pour permettre à ce que le chef de l'État demain
quand il reviendra pour demander le suffrage universel dans la ville de Kinshasa, que nous, la ville de Kinshasa, nous puissions lui accorder le plus de suffrages possible. Mais si on ne change pas notre façon de travailler dans la ville de Kinshasa, on est en train de s'aimer la désolation pour la population demain, et cette population-là risque de ne pas nous accepter. C'est pourquoi j'attire ici l'attention du gouverneur de la ville de Kinshasa, qu'il faudrait que les Kinois voient le changement de leurs yeux. Et le changement, ce n'est pas quelque chose qu'on rêve, ce n'est pas quelque chose qu'on chante. Vous avez ouvert Elengesa n'a jamais été terminé, pas même 50% de réalisation. On a ouvert l'avenue de la Paix à Kisenso, chez nous à Moamba, rien n'a été fait. Jusqu'aujourd'hui, partez là-bas si vous pouvez rouler même sur 1 km de cette avenue de la Paix. On a ouvert l'avenue Kikwit qui sépare Limete et Ngaba. Roulez sur 1 km, je veux voir. Mais aujourd'hui, le marché, vous savez combien de gens sont aujourd'hui en dehors à cause de ce marché. On est en train de dire qu'aujourd'hui, on fait encore une étude de faisabilité. Ça veut dire quoi? Qui a déjà atteint 80%. L'étude de faisabilité est à 80%. Mais on a déjà détruit. Les vendeurs de ce marché-là sont disséminés dans la ville. Ils n'ont plus d'emploi. Et on dit qu'on est encore en train de faire une étude de faisabilité, madame. C'est non-assistance à personne en danger. Non-assistance de personnes en danger. D'ici 2023, le marché central. D'ici 2023, mais c'est d'ici 2023 que le chef de l'État va demander le suffrage. Toutes ces choses devraient se faire bien avant pour permettre à ce que le chef de l'État puisse capitaliser sur le travail qui est fait au niveau du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Le chef de l'État, lui, il travaille dans un pays... Parce qu'on signale là que... Oui, je voudrais plutôt résumer cette partie pour dire ceci. La gouvernance de la République démocratique du Congo et de la ville de Kinshasa doit répondre aux lois du pays. Et les lois du pays exigent à ce que les communes, comme entités territoriales décentralisées, devraient avoir les budgets, lesquels budgets devraient être intégrés dans le budget de la ville de Kinshasa. De ce côté-là, les communes n'ont pas de budget. Ils reçoivent des subsides en saupoudrage qui ne leur permettent pas de prendre en charge les besoins sociaux de base de notre population. En cela, j'en appelle au gouverneur de la ville de Kinshasa de pouvoir changer sa vision de la gouvernance de notre pays, parce qu'il doit comprendre que les charges qui incombent à la ville de Kinshasa ne sont pas des charges brutes, ce sont des charges qui sont partagées. Il y a des charges de l'hôtel de ville, il y a des charges des communes, il y a des charges des quartiers. Donc de ce côté-là, nous l'invitons à pouvoir travailler en respectant les lois de notre pays qui lui exigent à ce qu'il y ait des budgets dans chaque commune. Et c'est à partir de ce budget-là qu'on prendra en compte les désidératas de la population qui semblent aujourd'hui être abandonnés. Affaire RAM, parce que nous sommes en train d'étendre tout doucement vers la fin. Affaire RAM, cette question apparemment n'a pas trouvé une réponse satisfaisante auprès des députés, beaucoup plus ceux du Front commun pour le Congo, qui ont pu quitter la salle pour avoir associé donc la réponse du ministre avec la motion contre le ministre Kibasa Maliba. Comment vous, en tant que militant de la bonne gouvernance, comment entrevoyez-vous ces sujets de RAM, cette affaire vraiment qui touche pas mal la population? Il faudrait que dans notre pays, nous ayons l'habitude de savoir quel est le rôle de chacun de nous. La subdivision du travail est très importante dans une république. Sinon, nous ne sommes pas dans une république. Le ministre Kibasa, oui, évidemment, il est ministre. Mais il dépend d'un budget qui est une loi. Si, tel qu'on le dit, le budget a voté une loi, le ministre Kibasa l'applique. Il a appliqué. Donc aujourd'hui, ceux-là qui ont voté à plus de 80% le budget se retournent contre lui. Ok, c'est une bonne chose, nous sommes en démocratie parce qu'ils ont entendu les cris de la population. Et je salue en cela le ministre Kibasa qui n'a pas voulu partir par 3 ou 4 chemins, qui a répondu au Parlement et qui a soumis cette question au niveau du gouvernement, parce que le ministre Kibasa avait-il signé le décret sur le RAM? Non, c'est une question du gouvernement. Il remet la question au gouvernement pour que le gouvernement prenne des décisions qu'il faut. Et là, en suivant aussi la loi, parce qu'il y a un problème de parallélisme. On accuse le gouverneur de sortir dans le contexte de ce taxe RAM-là. On l'accuse d'avoir fait quoi? Le ministre de tutelle. Mais qu'est-ce que... sortir dans le contexte. Le ministre est acteur à quel niveau? Parce que RAM a été institué
par le gouvernement, et le ministre vous dit, je m'en remets à mon gouvernement. Et là, il faut saluer, madame, la redevabilité. Et c'est ça aussi la démocratie. Mais certains se posent quand même la question, est-ce qu'il y a une étude de faisabilité de ces taxes, de cette taxe-là, avant à sa mise en application? Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir une étude de faisabilité, mais dès que la population réclame, on rectifie le tir. Si le tir a été mal pointé et que la population a pleuré, la population a dit qu'elle n'a pas de moyens pour supporter cette rame-là, mais évidemment, et c'est ce qui s'est passé. Le ministre a écouté aussi la population, c'est le devoir de la redevabilité, et comme il n'a pas le pouvoir de prendre un décret, parce que ça a été institué par décret, il s'en remet au Premier ministre. Et je souhaite que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, avec son gouvernement, entende la population. Je les conseille d'entendre les cris de la population pour enlever cette taxe RAM, afin que cela permette à ce que la population ne puisse pas être ponctionnée d'une manière ou d'une autre. Ici, il faut saluer la démocratie, madame. Parce que dans la démocratie, il y a la responsabilisation. Les députés qui ont crié sur le RAM, si hier ils ont fait passer cette taxe-là RAM dans le budget, ils en sont responsables. Ils ne peuvent pas dire seul responsable le ministre. Non, ils partagent la responsabilité. Et quand moi je les invite à ne pas déposer, à ne pas voter les budgets, qui ne comprennent pas les budgets de leur entité décentralisée ou de leur circonscription, ces députés-là ne m'écoutent pas. J'ai écrit plusieurs fois pour dire aux chers députés, quand vous allez dans l'examen du budget, vérifiez si vos entités, si vos circonscriptions ont des budgets dans le budget national. Parce que la loi dit que le budget de la République démocratique du Congo est constitué du budget du gouvernement central plus les budgets des provinces. Et les budgets des provinces sont constitués du budget du gouvernement provincial plus les budgets des communes ou les budgets des territoires. Mais quand vous allez voter un budget, que vous ne remarquez que dans votre budget, il n'y a pas un budget de votre circonscription électorale, si vous le votez, vous n'êtes pas conscient. C'est vrai que tout ça, le chef de l'État est responsable, mais chacun de nous doit prendre sa part de responsabilité. Et c'est à cette responsabilisation que je suis en train d'appeler notre population, je suis en train d'appeler tous les responsables du pays pour que chacun soit responsable. Parce que c'est de la production de chacun de nous que va constituer la production nationale, et c'est cette production nationale qui fait le résultat du pays. Parlons de la fraternité Mouamba, Madame Mouamba. Comment aujourd'hui se présente cette fraternité? La fraternité Banamouamba, elle fonctionne en voyant le social de la population. Je voudrais ici d'abord montrer mon symbole ici, symbole rose. En fait, ce nœud rose, c'est un symbole de lutte contre le cancer des seins. Nous avons été approchés par une autre ONG, une ONG internationale, Hope and Life, qui fait avec nous la sensibilisation de toute la population de Kinshasa au dépistage. Parce qu'il est vrai que le cancer tue, ça c'est vrai, mais le cancer tue surtout quand elle est dépistée en retard. C'est ainsi que nous demandons aux mamans de pouvoir se joindre à nous pour d'abord eux-mêmes, parce que ce sont les premiers médecins d'elles-mêmes, de pouvoir palper chaque jour leur sein. Et dès qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur du sein, parce que c'est leur sein, ils savent comment se constituer, dès qu'il y a une petite boule, il faut aller vite chez le médecin. Et si vous allez très tôt, ça sera traité et vous allez vivre. Mais si vous allez trop tard, ça risque d'avoir des problèmes. C'est ainsi qu'avec l'ONG Hope, nous nous sommes constitués de partenaires. Je peux citer certains partenaires, par exemple Mutombo Dikembe, que je salue vraiment cet hôpital qui est totalement dans le social. Quand d'autres hôpitaux sont autour de 50-60 $ pour le dépistage, là-bas, avec notre action, nous sommes arrivés à négocier avec Mutombo Dikembe jusqu'à 2 $ pour le dépistage. Et nous, comme ONG, nous allons prendre en charge les 2 $. Donc le dépistage à Mutombo Dikembe sera un dépistage gratuit. Je peux aussi citer d'autres cliniques, par exemple la clinique de nuit. Le médecin de nuit aussi nous a accordé un dépistage gratuit. Nous avons aussi un partenariat avec l'hôpital Ngaliema. Lui aussi nous a accordé non seulement
quelques facilités, même un local pour recevoir ceux qui sont malades. Parce que quand vous êtes malade de cancer, il y a un accompagnement spécifique qu'il faut suivre, et nous remercions tous ces gens-là. Nous voulons aussi à ce sujet dire que le 19, qui est le mardi, le 19 octobre, nous aurons une journée entière où nous allons réfléchir et où nous allons communiquer sur le cancer des seins. D'abord, dans l'avant-midi, ça sera la partie scientifique, où nous invitons des grands médecins, des grandes structures, des cliniques universitaires, de Centre Nganda du docteur Soulou et beaucoup d'autres structures qui vont venir au niveau de l'hôtel Memling. Merci à l'hôtel Memling qui nous a donné aussi, qui a contribué par cette salle là-bas. Et ils vont venir, on va discuter sur l'état des lieux du cancer dans notre pays. Quel est l'état des lieux du cancer? Vous constatez vous-même qu'aujourd'hui le cancer devient beaucoup plus récurrent que dans les années passées. Quelles sont les causes? Comment lutter contre ça? Et le matin, ça sera la partie scientifique où nous allons mettre ensemble, d'abord nous-mêmes les ONG, nous allons mettre ensemble les scientifiques qui vont venir des universités et des structures médicales, et nous avons aussi invité le gouvernement. Le gouvernement sera représenté par le ministère de l'Environnement, parce que le cancer, l'environnement aussi contribue au cancer. Vous avez le ministère de la Santé, et comme le pays est minier, vous aurez aussi des experts du ministère des Mines qui vont parler d'une certaine radiation de certains minéraux, par exemple dans le Katanga, dans le sud du Katanga, peut-être aussi dans le nord-sud Kivu, donc partout là où il y a exploitation minière, il y a risque d'irradiation, et nous, ces experts-là du gouvernement vont devoir aussi venir entendre les experts scientifiques sur la maladie, afin qu'ensemble nous puissions avoir des propositions susceptibles d'améliorer la prise en charge du cancer dans notre pays. Mais l'après-midi, nous allons travailler avec les ONG, avec les pasteurs, avec la population, pour pouvoir les sensibiliser, et avec les hôpitaux, pour voir comment est-ce que nous allons conduire ce dépistage, afin que ce dépistage se passe le mieux possible, et que dès qu'il y a des gens qui sont dépistés, et que la prise en charge puisse s'accompagner, afin qu'il n'y ait pas mort d'homme à partir du cancer des seins. Donc, j'en invite à toute la population quinoise, j'en invite à toute la population de Moamba de pouvoir nous joindre le 19, mardi le 19, dans les après-midi. Et en ce moment-là, il faut s'adresser à nous pour vous faire enregistrer, pour permettre à ce que cet enregistrement, nous puissions vous compter parmi les gens qui vont venir, parce qu'il faut préparer la place, il faut préparer les sièges, et il faut qu'on puisse vous accueillir dans de bonnes conditions. J'en appelle aussi aux entreprises, parce que aujourd'hui, quand vous avez un cas de cancer dans une entreprise, vous allez beaucoup dépenser. Et pourtant, il y a lieu que les entreprises déjà fassent le dépistage auparavant. Parce que quand vous faites le dépistage et qu'il y a un cas, la prise en charge est légère, elle est moins coûteuse que quand vous prenez un cancer au milieu ou en fin de phase. En ce moment-là, non seulement que vous allez perdre votre argent, mais aussi l'entreprise va dépenser beaucoup d'argent, ce qui coûtera cher aux entreprises. Nous invitons les gens de bonne volonté. Comment faire pour venir s'associer à vous? Est-ce que la personne peut se présenter seulement là-bas au nom de la fraternité et puis on le copte directement, ou bien il y a des procédures à suivre? Non, la fraternité, elle ne participe pas en tant que telle. Nous avons une ONG, Hope and Life. C'est cette ONG qui, en fait, vous donne une carte. Les adresses du consort, vous joindre, comment, la première adresse, c'est d'abord le 19, à l'hôtel Memling. Donc, et à partir de là, tout le monde est appelé à venir. Ça va nous permettre de pouvoir, en ce moment-là, mettre en place des mécanismes. Mais nous sommes aussi en train de faire circuler les numéros à Frissel, parce qu'Afrissel nous accompagne. Nous mettrons à la disposition de la population les numéros à Frissel, à partir desquels ils peuvent appeler pour nous joindre. Et dès qu'ils arrivent à nous joindre, nous allons leur donner les billets. Jusque maintenant, ils peuvent m'appeler à mon numéro 085 21 69 171, 085 21 69 171. Ça, c'est d'abord me joindre moi-même, et puis après, il y aura le processus qui va permettre à ce que nous puissions travailler ensemble. Nous aurons des cliniques mobiles. Il y a des structures, des cliniques mobiles avec lesquelles nous allons pouvoir descendre pour dépister. C'est pourquoi nous demandons à toutes les structures qui sont dans la ville, qui comprennent les mamans, qu'ils puissent venir s'adresser à nous, et nous allons devoir travailler ensemble pour que cette maladie ne puisse pas ruiner la vie de nos familles et la vie de nos parents.
Godefroid Mamba, je vous dis merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Et c'est par là, madame, monsieur, je rappelle ici que nous avons reçu sous ce plateau le président de l'interfédéral de l'UNAFEC, qui est Godefroid Mamba. Il est également président de l'ONG, la fraternité Banamouamba. Avec lui, on a parlé un peu de la situation de la ville de Kinshasa, de la situation de son parti l'UNAFEC après la mort du leader, quelle est la suite de l'organisation de ce parti. Il nous a expliqué au cours de cette émission. Donc voilà, déjà la campagne pour lutter contre le cancer est lancée auprès de l'ONG qu'il a cité ici. Donc c'est par là, madame, monsieur, que nous vous disons merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la télé démocratique. Au revoir.